Nous l'avions rencontré en 2009 chez lui, en banlieue parisienne. À l'époque, cela faisait 8 ans que la femme et les enfants de Jean Marchand avaient quitté le domicile familial. Ça, c'était la chambre de Guillemette. Guillemette, c'est l'aîné de ses enfants. Qui est devenu mon bureau, mais qui est resté sa chambre et qui est restée à peu de choses près dans l'état où elle était quand elle l'habitait. Guillemette avait 24 ans quand elle est partie avec sa mère et son frère. Là, vous avez la chambre de François, voilà. François avait 22 ans. C'était un passionné de musique et de foot. Brillant à l'école, il voulait être journaliste sportif. Et il ne manquait, autant qu'il était possible, aucun des matchs à la télévision. Ça, c'était quand même l'image du bonheur, quoi. Je veux dire, et c'était un anniversaire de mon épouse il y a un certain nombre d'années. Selon lui, sa famille a été brisée par un homme qu'il qualifie de gourou. Nous étions une famille ordinaire qui a croisé au mauvais moment un personnage diabolique, pervers, psychopathe et surtout prédateur, destructeur. Celui que Jean Marchand qualifie de pervers psychopathe s'appelle Thierry Tilly. Et selon lui, si l'homme s'en est pris à sa femme, c'est parce qu'elle fait partie d'une famille aisée, les de Védrines. Une vieille lignée de la noblesse française qui possédait un beau château dans le Lot-et-Garonne, une centaine d'hectares de terre et aussi plusieurs appartements et maisons à Bordeaux et sa région. Thierry Tilly aurait réussi à placer les 11 membres de cette famille sous son emprise. De la grand-mère de 88 ans jusqu'aux petits-enfants dont la plus jeune a 16 ans à l'époque. Il les aurait poussés à vivre reclus dans leur château. Il en aurait profité pour capter leur fortune, 5 millions d'euros. Alors comment cette famille de médecins, de cadres, a-t-elle pu se laisser manipuler et ruiner sans réagir? Où est passé l'argent des de Védrines? Tout commence il y a 12 ans dans les beaux quartiers de Paris. Guylaine, la femme de Jean Marchand, dirige une école de secrétaire. Mais en 1999, un nouvel actionnaire entre dans le capital de l'établissement et il va prendre le pouvoir. Il s'appelle Thierry Tilly, il a 35 ans, il est chef d'entreprise. À cette époque, Martine est la responsable pédagogique de l'école. Voilà, c'est le 101. Elle assiste à l'arrivée de cet homme. C'est quelqu'un qui a une apparence extrêmement commune, qui n'a aucun charisme, qui a une petite voix toute fluette, un peu au perché, qui peut ne pas impressionner du tout. Enfin, vraiment, il a rien d'impressionnant, mais je ne le sens pas. La seule chose qui m'a impressionné, c'est sa poignée de main. Il peut vous tordre la main à vous faire plier les genoux, hein, tellement il avait une force exceptionnelle. Je l'appelais le serpent, pour vous dire que j'avais une sale sensation. Mais Guylaine est fascinée par la personnalité de Thierry Tilly. À son contact, son comportement change. Elle s'est mise à porter tout le temps ses lunettes de soleil, tout le temps, à l'intérieur, à l'extérieur. Ils avaient une relation très forte, ils étaient tout le temps en discussion, tout le temps. Elle ne travaillait plus, hein. La dernière année, elle ne travaillait plus. 2 ans plus tard, l'école dépose le bilan. Mais entre-temps, Guylaine a présenté Thierry Tilly à sa famille, qui à son tour semble séduite par le personnage. Qu'a-t-il bien pu leur raconter? Il aurait inventé une histoire digne des meilleurs films hollywoodiens. La famille serait en danger. Lui interviendrait pour les sauver d'une organisation secrète. Martine dit-elle aussi avoir eu droit à ce discours. Il avait une mission, c'était d'éradiquer tous les francs-maçons de la Terre. Éradiquer, hein. Je garde toujours le terme en mémoire parce que je lui dis, mais ça veut dire quoi éradiquer? Moi, quand on me dit éradiquer, c'est tuer. Il m'a dit d'ailleurs, j'ai éradiqué 300 francs-maçons au Japon. Alors, je me suis dit, c'est quand même curieux comme histoire. Jean Marchand, lui non plus, n'a pas cru à cette histoire farfelue. D'autant plus que Thierry Tilly en aurait rajouté dans l'invraisemblable. Au cours d'une espèce de garden party, il me dit qu'il est agent secret. Et là, finalement, il va me rendre, sans le savoir, un vrai service. Parce que je vais fermer les écoutilles. À partir de ce propos-là, je ne le prendrai plus jamais au sérieux. Alors le gourou présumé aurait tout fait pour l'écarter définitivement de la famille de Védrines.
Et pour cela, toujours selon Jean Marchand, il aurait échafaudé un plan machiavélique. Il va profiter d'un moment solennel, le mariage de Guillemette, la fille de Jean. Ça s'invente pas un sourire comme ça. Elle est radieuse là-dessus. Ils sont radieux tous les deux. Avec 300 invités, dans un cadre magnifique qui est celui de la demeure de mes beaux-parents et qui paraissait être vraiment le symbole absolu d'un bonheur familial total. Mais 6 jours après le mariage, Tilly passe à l'action. Sur son ordre, la femme de Jean et sa belle famille le jettent dehors. Le gourou présumé leur aurait raconté que Jean Marchand était adepte d'une secte et qu'il leur jetait des sorts. Dans une attitude extrêmement rigide, extrêmement presque statufiée, elle me jette aux pieds un bouquet de fleurs séchées et un gant de jardin en me disant « Voici les signes maléfiques de ton réseau que j'ai trouvé dans notre jardin de Fontenay-sous-Bois, ici même. Tu as une demi-heure pour faire tes bagages et quitter cette maison. » Le gant et le bouquet de fleurs seraient les symboles du mal. Tout ce scénario a été dicté par Thierry Tilly dans un mail envoyé le jour même. Guylaine, voici l'argumentaire concernant Jean. Ne pas y aller seul, apportez avec vous le bouquet de fleurs et le gant. Vous lui dites de commencer à faire ses bagages. Il a pour cela une demi-heure. Ce sont ses 2 beaux-frères, Charles-Henri et Philippe de Védrine, qui vont le mettre dehors. L'un a dit à l'autre « Tu le prends par les pieds, je le prends par les épaules ». Et puis ils ont entrepris de me sortir. Et quand j'ai vu ça, j'ai abdiqué, j'ai accepté de faire mes bagages. Et à une allure folle, ils m'ont emmené à la gare d'Agen. Et là, je me suis retrouvé tout seul vers 7h du soir à peu près. Encore une fois, complètement hébété et assommé par ce qui venait de se passer. Jean Marchand ne reverra plus sa femme et ses enfants. Les 11 membres de la famille de Védrine vont partir s'enfermer dans leur château de Montflanquin, dans le Lot-et-Garonne. Au village, personne n'a oublié ce qui est arrivé aux de Védrine. Surtout pas Yvon, le menuisier de la famille. Il les connaît depuis 40 ans. À cette époque, Yvon vient à plusieurs reprises au château pour y effectuer de menus travaux. Il remarque que la famille est devenue moins accueillante et qu'on le tient à distance. Même avec lui, les de Védrine sont devenus méfiants. Un jour, il vient leur poser du parquet. Il s'aperçoit qu'on lui a volé quelques mètres carrés. La réaction de Guylaine est surprenante. Alors elle me dit, oui, c'est la juiverie franc-maçonnique qui s'occupe, qui a dû faire ce coup-là. Alors j'ai répondu que si les juifs et les francs-maçons devaient s'occuper d'un mètre carré de parquet de la maison de Sainte, c'est qu'ils avaient ils avaient plus rien à foutre, quoi. Ils avaient du temps de libre. C'était pas des attitudes verbales habituelles, quoi. Enfermés dans leur château, les membres de la famille vivent dans un délire de persécution. Thierry Tilly entretiendrait à distance cet univers paranoïaque. Comme il ne vit pas avec eux, il donnerait ses ordres par mail ou par téléphone. Ainsi, il les aurait poussés à vendre tous leurs biens. En quelques années, 5 millions d'euros auraient été transmis à Thierry Tilly. C'est Charles-Henri de Védrine, le frère de Guylaine, qui aurait perdu le plus d'argent. Avant de vivre reclus au château, ce gynécologue mène une vie de notable à Bordeaux. Il se présente même au municipal de 95 sur la liste d'Alain Juppé. En un week-end, Charles-Henri de Védrine ferme son cabinet. Il ne s'arrête pas là. Il vend sa maison de Bordeaux et sa résidence secondaire au Pilat. Guylaine, quant à elle, n'arrive pas à s'emparer du pavillon de Fontenay-sous-Bois. En revanche, elle vide les comptes de la famille. Jean Marchand n'a rien vu venir. C'était des comptes joints, hein, c'était pas très difficile. Combien en total? 400 000 francs à peu près. Ah ouais. C'était vraiment l'assommoir, le coup de massue. Et tous les jours, il y avait un nouveau coup de massue. Et même quand il n'y a plus d'argent, elle fait encore des chèques sans provision. Jean Marchand divorce et décide de porter plainte. Dans le bureau de son avocat de l'époque, les 10 000 pages du dossier, cela représente plusieurs années de combat. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes sur... 6 ans. 6 ans?
Sur ce dossier ? Oui. Maître Picotin est spécialiste des affaires de manipulation mentale. Il a tout tenté pour faire arrêter Thierry Tilly, mais il s'est heurté à un mur. On a un problème en France, c'est que le délit ou le crime de manipulation mentale n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'une famille voit un de ses proches arrêter de travailler, quitter son couple, se renfermer dans sa maison nuit et jour, ne plus payer ses impôts, quitter tous ses proches, on ne peut rien faire. On vous dit, les gens sont majeurs et vaccinés, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est une hérésie. En réalité, c'est de ne pas connaître l'évolution des sciences humaines et psychologiques, puisqu'il y a des personnes qui sont capables de prendre le pouvoir dans votre tête, faire un hold-up mental. Ce serait donc un hold-up parfait, commis par un manipulateur. La famille de Védrine est aux abois. Les dettes s'accumulent. Ils sont poursuivis par le fisc. Ils seront obligés de vendre leur château, le joyau de la famille. Thierry Tilly leur demande de venir le rejoindre en Angleterre, à Oxford, où il s'est installé. Ruinés, ils sont obligés de retrouver trêve et du travail. François, le fils de Jean Marchand, est serveur dans un fast-food. Sa cousine vend des glaces. Mais selon Jean Marchand, tous mèneraient une vie d'esclaves, car ils seraient obligés de reverser la quasi-totalité de leur salaire à Thierry Tilly. Pour tenter de le vérifier, fin 2009, nous étions allés voir la famille de Védrine. Elle menait une existence discrète dans plusieurs maisons de ce quartier de la classe moyenne. 5 membres vivaient dans celle-ci, située dans une impasse. Bonjour. Bonjour, vous êtes Madame de Védrine ? À la fenêtre, c'est Guylaine, l'ex-femme de Jean Marchand, qui nous répond. D'emblée, elle l'accuse d'avoir tout inventé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Jean est un affabulateur. Il a tout inventé. L'emprise mentale, c'est lui. Pensez, c'est votre travail, si vous C'est voulez, de pas journaliste. Donc, Non, mais d'accord. À ses côtés, il y a aussi François, le fils de Jean Marchand. Il n'y a rien de vrai. rien de vrai. Vous, c'est votre propre choix d'avoir, comment Donc, dirais-je... de vivre en Angleterre une vie normale, c'est notre propre choix. L'emprise de Thierry Tilly sur cette famille aurait pu durer encore longtemps. Mais il a commis une erreur en se montrant violent avec la belle-sœur de Guylaine. Elle porte plainte et Thierry Tilly est arrêté. 2 mois après son interpellation, Guylaine de Védrine finit par prendre conscience de la vraie personnalité de son mentor. Enfin libérée de son emprise mentale, elle décide de rejoindre son ex-conjoint. Aujourd'hui, le couple s'est même remarié. J'imagine que c'est mieux. Nous nous sommes remariés en octobre 2010, en choisissant d'ailleurs la date anniversaire de notre premier mariage. Donc le 30 octobre 2010. Pour la première fois, Guylaine accepte de raconter son expérience. À Oxford, elle a vécu l'enfer bien qu'elle prétendait le contraire à l'époque devant notre caméra. L'emprise mentale, c'est lui. On n'a aucune contrainte de personne. C'est-à-dire, on en rit nerveusement parce que c'est tellement ridicule. Tout ça, c'est tellement... si vous voulez... C'est absolument faux ce que vous dites. Ah bien sûr, c'est faux. C'était quoi la vie là, à Oxford? Mais c'était horrible. Vous avez vu la maison, on était dans cette maison, on n'avait pas le droit de bouger, pas le droit de sortir. Quand on avait besoin de se nourrir, il fallait l'autorisation de Tilly. Quelquefois, il m'attendait au bout de la rue pour m'accompagner. Dès qu'il voyait quelqu'un qui avait un portable à la main, il m'a dit « Tu rentres vite, parce que là, c'était Jean sait que tu es là. Il est en train d'appeler le monsieur pour qu'il te suive. » On était dans la terreur constante. Selon elle, Thierry Tilly les avait persuadés qu'ils vivaient en permanence entourés d'ennemis. Comme ce fameux jour où il leur a ordonné de quitter la France de toute urgence. J'avais un appel de Tilly me disant « Tu as 2 heures pour partir et viens nous retrouver en Angleterre. Si tu ne le fais pas, ils sont tous derrière dans la forêt et ils vont venir vous tuer. » Nous, on a fui en Angleterre sur ordre. Ces histoires abracadabrantes de gens acharnés à la tuer, comment une femme éduquée a-t-elle pu y croire si longtemps? Elle-même n'arrive toujours pas à l'expliquer. Aujourd'hui, je dis qu'il est fou. Son histoire ne tient pas debout. Mais à l'époque, non. Comment c'est possible? C'était extrêmement difficile à raconter, à dire, à expliquer. C'est la partie rationnelle de notre histoire. Si vous voulez, c'est pas... je veux dire, comment se fait-il? J'ai pas de réponse. De son côté, Thierry Tilly conteste les faits. Il sera jugé à partir de demain pour abus de faiblesse, séquestration et violence volontaire.
Il risque jusqu'à 10 ans de prison.